Donc je m'appelle Christophe Battier, je travaille à l'Université Lyon 1, je fais le même travail que mon collègue à l'UAG. À Lyon 1, j'anime une équipe de 40 personnes. On a 10 personnes qui sont là pour qui construisent un système qui diffuse des cours qui s'appelle Spiral, c'est ça qui est enquête dessus. C'est un peu comme Dockeo, Moodle, des choses comme ça. Et ça, on fait ce projet depuis 2002, c'est un projet open source. On a 25 personnes qui créent des contenus pédagogiques, donc on fait des appels à projets, on demande chaque année qui veut faire quoi dans l'université. C'est une université, il y a 35 000 étudiants, il y a 2500 profs, c'est sciences, médecine et sport. Et santé et sport. Qui veut faire quoi? Donc les profs ils lèvent le doigt, ils disent bah voilà, moi j'aimerais montrer ceci à mes étudiants, moi j'ai un problème, j'arrive pas à enseigner ça, moi mes cours sont trop vieux, comment je peux les changer, moi quand je pars dans un amphithéâtre, mes étudiants ils m'écoutent pas, ou ils restent plus. En médecine, dès la deuxième année, au lieu d'avoir 300 étudiants dans un amphithéâtre, ils sont plus que 6, comment on peut faire revenir les étudiants dans l'amphithéâtre? Ça c'est des questions qu'on a. C'est des choses comme ça. Donc on reçoit les profs, on réfléchit avec eux et on crée des contenus. Donc il y a 4 personnes à la vidéo, une petite vidéo donc, qui tourne, qui filme des conférences, qui filme des manies, qui filme des cours donc, en fonction des projets. On a des développeurs qui font des serious games, des simulations, des animations. Et une petite spécificité qu'on trouve chez nous et à Rennes, on a une équipe de 3 infographistes 3D qui sont là pour aider les profs à réaliser des objets en 3D. Alors c'est tout ce qui est anatomie, géologie, ici encore mécanique, enfin il y a des choses comme ça en 3D qui sont faites. En chimie aussi, ouais. Et RMN, c'est quoi la RMN? C'est la physique. Enfin, bref. Et on a 5 personnes qui sont là pour aider les profs, un peu comme Gillian, à utiliser tout ce bazar, parce que c'est pas simple. Plus d'un point de vue pédagogique, sans trop de technologie même. Par exemple, on fait des plans de formation, on a 3 cycles de formation. On a la formation des NEC, les nouveaux enseignants-chercheurs, quand ils rentrent, passent 3 jours dans le bois. Donc en rentrant à l'université, pendant 3 jours, clac, 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 on explique un peu comment ça va se passer. Ensuite, on a des formations continues. Toutes les semaines, on propose une formation aux enseignants, soit sur les technologies, des technopédagogies, soit sur la pédagogie. On a un cours, celui qui marche le mieux, c'est comment poser sa voix dans un amphithéâtre. On n'utilise pas du tout le corps humain, mais c'est pas de technologie. Comment respirer dans un amphithéâtre, comment parler. On avait fait une formation qui avait bien marché, en 8 heures, comment parler dans une webcam. C'est tout con, parler dans une webcam, mais en fait c'est super compliqué. Où je pose mon regard, comment je fais ma respiration, comment je lis sans que ça se voit. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on propose à nos enseignants. Un truc exotique aussi qui a bien marché. Enfin, exotique. Non, c'est pas original, c'est la vie de tous les jours, on le fait sans toujours le savoir, mais c'est des choses importantes. Comment conceptualiser son PowerPoint? Parce qu'on sait faire, enfin, j'espère, faire un PowerPoint avec des machins, des trucs et des petites bulles et des petits machins. Mais comment le conceptualiser et le rendre attractif et avoir des images mentales, des choses qui marquent, comme ça soit un support de mon discours et pas mon discours. Ça c'est Françoise Jourde, que Gillian connaît, qui était venu faire une présentation, un atelier chez nous. Donc on a aussi des intervenants extérieurs. Et dernier type de formation qu'on fait pour les profs, ça il faudra qu'on vous en parle parce que ça peut être ouvert aussi à vous. On fait une formation en e-learning, Non, en e-learning au e-learning. C'est-à-dire qu'on forme les profs au e-learning en e-learning. Donc chez nous, c'est une formation qu'on a ouverte en octobre. C'est un DU, un diplôme d'université niveau Master 2. C'est pas l'équivalent du C2I niveau 2. C'est beaucoup plus, il y a plus de pédago, il y a des choses comme ça. Et le but du jeu, c'est que c'est une formation de 200 heures en 23 semaines. Et à la fin, le prof doit construire son dispositif. Pendant la formation, il apprend à construire son dispositif. Et l'idée, c'est que dans notre université, je vais vous montrer plein de choses. On a un niveau d'utilisation des technologies assez élevé. 80% des profs viennent sur la plateforme à peu près chaque mois. Après, on regarde les yeux, mais c'est quand même pas mal. Et on a 20 000 étudiants par jour sur la plateforme, sur les 35 000. Donc c'est quand même des choses élevées, mais on n'a pas beaucoup de formations à distance. C'est des choses qu'on veut développer, faire des formations entièrement à distance. Et un des axes, on l'a trouvé chez Marcel Lebrun à Louvain-la-Neuve, on s'est mis ensemble pour faire cette formation-là, c'est former les profs au e-learning pour mettre en place des dispositifs comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir 2-3 formations qui sortent, un master en informatique, un master, un DU en médecine, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Et donc on a ouvert ça, et l'idée, dans les délires qu'il faut, on va dire, si on avait 5 profs cette année, ça serait génial. Et on a eu 25 inscrits. Donc il y a une vraie demande de la part des profs chez nous pour mettre en place ce type de dispositif. Ils ne sont pas payés en plus, ils sont séparés, enfin, après les ECTS, après ils se débrouillent en interne, mais l'institution ne reconnaît pas cet effort pour l'instant.
C'est vrai, une vraie volonté, un vrai besoin de la part de nos enseignants chez nous, dès la première année. Marseille, je crois qu'il y a eu 20 demandes, et on a eu 23 demandes en interne, et beaucoup de demandes à l'extérieur. Bon, cette année, on n'avait pas prévu le coup, donc on a dit non aux extérieurs. Mais si on s'organise un peu, on pourra peut-être prendre des gens de l'extérieur. Bon, bref, je suis bavard, ça c'est mon boulot. Je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. S'il vous plaît. Oui. En fait, je pense que ce que vous avez présenté, c'est fondamental, c'est très important, puisque en amont, pour nous, ça nous permet, déjà par rapport à votre introduction, oui. En fait, vous êtes accaparé de tous les moyens du ministère et il reste pour les autres universités ou pas? Non, pas du tout. Non. Mais pour répondre à cette question, c'est vrai qu'on a eu un financement local de la région Rhône-Alpes. On a eu beaucoup d'argent de la région Rhône-Alpes. Ça nous a permis de lancer des choses. C'est-à-dire, on a eu jusqu'à 800 000 € par an de la région Rhône-Alpes. Ah bon? Voilà. Donc c'est la région qui a financé, en plus de ce qu'on touche du ministère, du machin, du truc. Et en plus, on fait beaucoup de prestations extérieures, donc c'est entre 100 et 200 000 € en plus par an de conseils, d'hébergement de serveurs. Il y a des sociétés qui hébergent leurs services chez nous, etc. Donc ça ramène aussi on peut gagner de l'argent en faisant des choses. Je pense que c'est intéressant d'avoir un atelier sur cette thématique. Ah bah c'est pas prévu, il faudra me réinviter. Hein. Non, mon atelier ça porte sur le Web 2, ce que je vais vous montrer maintenant. Oui. Bon, ben on arrête de m'interrompre. Non, mais interrompez-moi, j'adore. Parce que sinon, vous allez vous... Bref. D'autres questions? Non, je continue. Alors, je suis là pour vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez tous plus ou moins entendu parler de ces choses-là. Vous avez tous plus ou moins été impliqués dans ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui prend de la place dans votre quotidien et qui a un impact, que vous voulez ou pas, dans votre enseignement. Il y a des profs qui disent « Ouais, on a interdit les portables, les mobiles, les machins dans les amphithéâtres. » Je veux qu'ils m'écoutent. Tu parles, les gamins, ils ont tous l'iPhone sur le genou, des choses comme ça, et puis ils font autre chose soit ils font autre chose, soit ils sont dans votre cours. Et avant de parler des réseaux sociaux, on a commencé un peu à évoquer ça avec Bernadette, c'est quand on est prof, pourquoi j'enseigne? C'est vrai, je me suis posé la question, mais merde, pourquoi je me tape 8 heures d'avion pour venir ici? Bon, j'ai trouvé les réponses depuis. Mais au départ, quand on m'a proposé, j'ai dit, attends, je vais vous faire une visio, puis ça ira bien, et puis non, ça va pas. Déjà, vous avez vu la visio, hein? Bon, et puis les deux gars derrière la caméra, ils ont pas eu droit au petit ponche sur la plage avec les Guyanais, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça que... Mais pourquoi? C'est parce que quand j'enseigne, j'ai un plaisir, c'est de partager. Je suis là pour partager des moments, partager des rires, partager des regards, partager des sensations, pour partager. Donc moi j'ai un savoir, je vous balance des choses, mais vous me faites un retour. Alors vous me le faites soit dans la salle, avec vos regards, avec les gens qui s'endorment ou les gens qui rigolent, mais il y a un partage qui se passe, il y a quelque chose qui passe entre nous. Je fais de l'enseignement. Voilà. Pour assouvir ma curiosité. Finalement, je dis, j'allais au bout du monde, j'allais voir comment ça se passe, la Martinique, je connais pas, j'ai jamais mis les pieds, je vais voir si les gens sont sympas, j'étais un peu curieux, c'est ce qui m'amène parmi vous. C'est aussi, mais on va chercher dans les bouquins, on se pose des questions. Et quand on enseigne, on dit, comment je vais résoudre ça? Enfin, il y a des choses assez intéressantes. J'enseigne, c'est pour apprendre. Parce que là, je balance des choses, mais vous allez je vais avoir, dans le partage, je vais avoir un retour, je vais apprendre des choses ici. Je vais apprendre déjà que l'eau est bonne, qu'on mange bien, enfin bref, plein de choses. Mais il y a d'autres choses que vous allez apprendre après. Je suis là pour aussi apprendre. Enseigner, c'est aussi apprendre. Enfin, pour moi, enseigner, c'est prendre du plaisir. Hein? Bon, on l'a évoqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi, quand je fais plus de cours en présentiel, parce que je prends plus de plaisir avec mes étudiants, parce que les interactions sont trop pauvres en présentiel. Ils n'arrivent pas à rire, quand je vanne, ça les fait pas marrer, donc quand je pose des questions, ils ne me répondent pas, ça m'énerve. Donc je fais plus de cours en présentiel, je trouve que c'est pas... J'en fais encore quelques-uns, mais ça ne m'intéresse plus. Pourquoi j'enseigne? C'est aussi pour surmonter des difficultés. Parce qu'il y a des choses, des notions qu'on arrive mal à montrer, qu'on arrive mal à expliquer, qui ne sont pas simples à faire passer. Et bien il faut surmonter ces difficultés-là. Elle est bien ma petite libellule, accrochée à son jonc dans la tempête. Et donc, on est chargé de former les enseignants, et pour ça, on forme les enseignants
tout ce que j'ai expliqué, mais aussi aux réseaux sociaux. Gilliane, je vais avoir besoin de toi. Et tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on faisait des formations NEC. Donc déjà, toi, je t'ai formé, donc tu es habilité à tricoter avec moi. Donc je te laisse poser la première question. Première question. Parmi vous, il y a des gens qui viennent de Guadeloupe. Alors vous levez la main et vous allez vous lier les uns avec les autres. On va vous passer une ficelle. Tous ceux qui viennent. Ah non, tu gardes la ficelle. Et dans tous les Guadeloupéens, vous êtes liés par le lien rouge. L'idée de cet exercice... Enfin, je vais passer le fil vert. Tu vas passer ça au Guyanais. Le vert, c'est la Guyane. C'est un vert jaune. Martinique, c'est bleu. Et là, vous tirez des liens les uns avec les autres. Qui a un compte? Ah ben attends, je vais prendre du bleu. Qui a un compte sur un réseau social? Est-ce que vous avez un compte sur un réseau social? Alors j'envoie la voisine derrière. Faites attention. Donc tous ceux qui ont un réseau social, c'est un fil bleu. Bernadette. Réseau social, Facebook, Twitter, LinkedIn. Qui c'est qui est sur un réseau social? Attention, toi t'es mal placé là. Un fil bleu. Bon les Guyanais, on déroule là, on se laisse pas influencer. Un bleu foncé, les scientifiques. Les bleus foncés des scientifiques, physiciens, mathématiciens, informaticiens, les chimistes, fil bleu, rouge. Ah, il y a un... D'accord. Hein? T'es au milieu du réseau, hein, c'est un travail, hein. Tu te rends compte que c'est quelque chose, c'est pas simple tous les jours. Donc là on est en train de déployer lentement le réseau. Nous avons une pelote virale qui passe de personne à personne. La Guyane, je crois que le réseau est complet. Est-ce qu'on peut lever tous ceux qui sont avec le fil vert? Vous levez le fil vert, voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Tu peux faire la photo du réseau guyanais, s'il te plaît. Là, ils ont levé les bras en l'air, donc tu peux faire la photo du réseau guyanais. Alors c'est intéressant parce que les Guyanais, il y a une diaspora dans l'amphithéâtre. Ils ne sont pas géographiquement, on peut tout de suite voir qu'ils ne se sont pas localisés tous en troupeau. C'est bien, vous êtes mélangés avec les autres. Hein, c'est bien. Le réseau des scientifiques, c'est la pelote vert bleu foncé, ouais, c'est celle qui est là. Donc les chimistes, les physiciens, les matheux. Vous voulez un réseau martiniquais? J'ai un réseau vert clair pour la Martinique. Ah, j'ai plus deux. Hein? Ah ouais, t'es pas de la Guyane, hein? Ouais, t'as bien beaucoup de fils. Donc la Martinique, le vert clair. Donc le but de ce jeu, le but de cette activité, c'est pour montrer pour déployer un réseau, ça met du temps. Vous avez vu le temps que ça passe de Pierre à Paul, Pierre à Jacques, qu'est-ce que tu fais? T'es martiniquais, ça met du temps. Donc c'est pas quelque chose qu'on construit comme ça, d'accord?
Ça prend un peu de temps. Il y a toujours quelqu'un à l'initiative de ce réseau. Donc soit moi, soit Gilliane aujourd'hui. Et les gens qui sont à l'initiative, qui vous font rentrer dans un réseau, vous en verrez, vous en rappellerez. Moi, je me rappelle du premier gars qui m'a montré Facebook. Je me rappelle du premier gars qui m'a montré Twitter. Je suis toujours ces comptes-là. Alors, ils sont pas intéressants, machin, mais c'est parce que c'était les premiers. C'était un peu des mentors. Pour moi, ils m'ont expliqué les choses, comment ça marchait. Twitter, par exemple, c'est un réseau social. J'ai mis 2 ans avant de comprendre comment ça marchait. À quoi ça servait. Comment je pouvais être efficace avec ça. Donc cet après-midi, on essaiera de faire ça en 10 minutes. Faire comprendre mes 2 ans de pélégrination en 10 minutes, dans l'atelier. Mais c'est quelque chose qui est compliqué. J'ai quelque chose qui est complexe. J'ai quelque chose qui est personnel. C'est-à-dire, normalement, on n'a pas tous la même configuration de réseau. C'est-à-dire que moi, je suis lié avec monsieur, madame, en premier niveau, monsieur, etc., premier niveau. Mais cette personne n'a pas les mêmes interactions que moi dans mon réseau, même si on a les mêmes problématiques. Là, cet exercice avec les ficelles, ça rend explicite des liens qui sont implicites entre nous. C'est-à-dire, dans un groupe, on va revenir, imaginez quand vous étiez à l'école, première fois que vous arrivez dans une nouvelle classe, à qui vous parlez en premier? À qui vous êtes allé vous adresser en premier? Alors moi je suis à Lyon, j'aime le foot, donc je suis dans la classe, mais je vais voir le gars qui a l'écharpe de l'OL, c'était bien le match. Donc il avait un lien implicite, explicite, c'était son écharpe de l'Olympique Lyonnais. Et c'est vers lui que je suis allé discuter. C'est vers lui que j'ai trouvé une affinité pour travailler. Et il y a plein de liens comme ça qui se créent. Et les réseaux sociaux, c'est ça. C'est de créer des liens que les gens viennent prendre ou pas prendre. En fonction de vos affinités, de vos envies, de vos besoins. Ils utilisent ou ils n'utilisent pas. Il y a différents types de liens. Il y a ce qu'on appelle les liens forts, des gens avec qui on a l'interaction fréquemment, et les liens faibles. Par exemple, là, au fond de l'amphi, je suis avec quelqu'un qui a un lien faible. Il me voit peut-être de temps en temps, il m'écoute de temps en temps. Mais on verra dans l'exposé l'intérêt des liens faibles dans les réseaux sociaux. Parce que si je cherche du boulot, c'est pas ma grand-mère avec qui j'ai un lien fort qui va me trouver du boulot. Parce qu'elle n'est pas dans mes compétences, elle n'est pas dans mon domaine, elle n'est pas dans mon cercle d'activité. Par contre, la personne avec qui j'ai un lien faible, qui est dans mon domaine, choses comme ça, si elle sait qui je suis, si elle m'a identifié à un boulot, elle va me le proposer, ou quand je vais lever la main, elle va me dire que c'est ok pour toi. Donc on est sur des choses comme ça, des interactions qui ne sont pas toujours évidentes, toujours simples à faire comprendre aux enseignants. Parce qu'on n'a pas toujours marché là-dedans. Parce que même s'il y a plein de réseaux qui existent, les réseaux des anciens dans les écoles d'ingénieurs, les corpos chez les étudiants, c'est des choses qu'on n'a pas analysé ça, comment ça marche, on laisse faire. Et bien sur les réseaux sociaux, on a toutes ces implications, toutes ces choses-là qui existent. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, tu as fait la photo de notre fabuleux réseau? On me dit que tu es un super photographe qui savait tout faire. C'est bon? Donc là, on va tous lever la main pour qu'il nous fasse une super photo de notre réseau qu'on a tissé aujourd'hui. Putain, c'est pas mal, hein? On a été forts. Donc, on va rester en contact comme ça. Ça frôle l'accident du travail là. J'ai rien vu, je ne sais pas de l'origine de ça. Donc on fait maintenant partie de ce réseau-là, dans cette salle-là, à ce moment-là. On va se rappeler de celle-là. Donc merci. Donc je vous laisse rembobiner. Et vous me faites ça proprement, hein. Deuxième activité que je vais vous proposer, pendant que vous rembobinez, on va prendre un peu de sérieux. Tu vas venir avec moi. J'ai besoin de toi aussi, tu vas te mettre là, mais debout sur la chaise là, je te mettais derrière. Ouais. Ah ben oui, il faut bosser, c'est ça le web participatif, on bosse mon gars. Alors, vous êtes prêts? Vous allez tous lever la main et mettre le pouce en l'air. Voilà, c'est une deuxième activité, s'il vous plaît. Et tu prends la photo de tous ces gens qui ont le pouce en l'air. Est-ce que tout le monde a bien le pouce en l'air? Ça va. Bon, c'est bon, moi c'est bon, allez, reste faire. Alors, c'était quoi cette activité? Merci, cher ami. Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai une super photo. Je vais la mettre sur mon wall Facebook et je vais dire c'est moi le meilleur présentateur, le meilleur conférencier. Ouais. C'est moi le meilleur, tout le public le dit. Mais l'intérêt du réseau, c'est si je vous pipote, vous étiez dans la salle, j'affiche ça. L'intérêt du réseau, c'est que vous allez pouvoir l'information. Vous allez pouvoir voir l'information, la valider ou l'infirmer.
C'est-à-dire que dans les réseaux, il ne se passe pas n'importe quoi, contrairement à ce que les idées générales qu'on vous dit. Il y a une pression sociale, il y a une pression des utilisateurs, il y a des jeux d'influence qui se créent, il y a des jeux d'autorité qui se créent, et vous pouvez tous vous impliquer. De toute façon, que vous vouliez ou pas, c'est encore pire que ça, vous êtes déjà tous impliqués. Le fait de ne pas être dans un réseau, c'est pas une bonne stratégie. Actuellement, dans la politique, dans ce qui est en train de se développer, je ne parle pas des universités, des politiques, machin, dans la société en général, c'est des choses qui sont assez implicatives, et on verra dans les ateliers, pas ici, mais dans le détail, pourquoi la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique et pas une bonne stratégie sur les réseaux sociaux. Pour résumer ça, je dirais, dans la société actuelle dans laquelle on vit, si on ne dit pas ce qu'on fait, c'est comme si on ne faisait rien. Hein, je caricature un peu, mais derrière on pourra détailler. Alors, aussi bien pour l'enseignement que pour la recherche. J'aime bien provoquer comme ça. Donc, vous voyez, ce type de photo, on le fait aussi avec nos enseignants. Et on le fait aussi, là, par exemple, de l'effet, ça c'est dans une conférence TED. Qui connaît TED? Bon, ceux qui ont pris l'apéro avec moi, déjà. Donc, qui connaît TED? Vous connaissez TED? On en a parlé ensemble, je crois, non? TED, eh ben, on verra tout à l'heure dans les ateliers, je fais l'introduction, vous venez voir à quoi ça sert, comment ça marche. Tout ceci se fait dans un processus, dans une évolution. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui a posé la question, sur quel est le niveau d'équipement des étudiants. Quel est le niveau d'équipement que l'université propose. Donc là, je vais faire un peu d'histoire dans mon université, comment ça s'est passé, et puis ça va vous donner des idées, et ça va vous donner des perspectives. Au siècle dernier, moi je suis vieux à l'université, au siècle dernier, je me suis dit, je vais faire des études, des étudiants, quand ils rentrent à l'université, j'avais des questionnaires papier, on a fait l'atelier questionnaire hier. C'est quoi, j'avais un amphi de 1000 étudiants, je crois, et je balançais à l'époque des questionnaires papier en disant, est-ce que vous avez un ordinateur, est-ce que vous avez l'internet, est-ce que vous connaissez Word, Excel, enfin des choses comme ça. Et j'ai fait des statistiques depuis 1999 jusqu'en 2010. En 2005, j'ai arrêté de faire du papier parce que c'est trop compliqué, je l'ai fait sur la plateforme. Donc là, en 2004. Là, j'ai entre 500 et 1000 réponses par an, et là, j'en ai 15 000 à 16 000. D'accord? Mais bon, les chiffres, ça change pas tellement. C'est à peu près les mêmes proportions. Mais en gros, qu'est-ce qu'on avait au siècle dernier? C'est quoi ça? La majorité des étudiants n'avaient pas Internet chez eux. 65% de nos étudiants n'avaient pas Internet. Seuls 35% avaient du RTC. Réseau, téléphone, communauté, c'est les petits modems qui font comme en Guyane. Hein? C'est ça que tu as. Que fait le ministère? Enfin. Donc là, jusqu'en 2002, on a une augmentation, ce qu'on appelle l'Internet bas débit. Et en 2002, ça a commencé à chuter parce qu'on a vu apparaître les offres ADSL au débit. Et là, c'est la courbe orange. Depuis 2002, on a une augmentation croissante du taux de connexion de nos étudiants, qui s'est rajouté aux équipements. Toutes les CTU maintenant à Lyon sont équipées Wi-Fi par le Crous. Donc les étudiants peuvent avoir du Wi-Fi dans leur chambre étudiante, ou chez leurs parents, chez la copine, enfin bref, ou en colocation. Aujourd'hui, 94% de nos étudiants ont un accès Internet. Ça change quoi? Ici, moi je proposais des services numériques, pédagogiques et numériques à nos profs, j'avais des réflexions en disant, oui, mais les étudiants n'y ont pas accès. Ok, donc si les étudiants n'ont pas accès à ça, on a répondu, l'université a répondu, on a ouvert un bâtiment avec des ordinateurs, donc il y avait 8 salles avec 15 ordinateurs, jusqu'à minuit, donc on payait un vigile, donc c'était de 19h à 24h, il y avait un vigile, on demandait la carte étudiant, les étudiants rentraient. Les 2-3 premières années, c'était blindé. Et après, quand cette courbe d'équipement des étudiants a augmenté, il y a eu des chutes de fréquentation. Et en 2005, on a fermé ce service parce qu'il n'y avait plus personne qui venait. D'accord? Donc là, il y a une grosse évolution de la part des étudiants dans les usages. Et il y a aussi une autre, deuxième grosse évolution qui est importante. Oh, ben je ne l'ai pas mis. C'est dans l'équipement. J'ai oublié de vous le mettre. On est passé d'un taux d'équipement, en 2005, il y avait moins de 20% des étudiants qui avaient un ordinateur portable. Aujourd'hui, on est à 70% des étudiants dans notre université qui ont un ordinateur portable. Et on est à 49% des étudiants qui ont un smartphone. Donc, le problème de l'équipement, c'est plus le problème du prof. Moi, je dis à mes profs, si les étudiants n'ont pas l'équipement ni rien, c'est plus votre problème, c'est à eux de se démerder. C'est le discours qu'on tient. C'est à l'étudiant de se démerder.
S'il n'a pas d'ordinateur, il va demander à la copine. S'il n'a pas d'ordinateur, il va demander au copain. Il peut trouver avoir un accès, c'est plus un truc inaccessible. C'est à lui de se débrouiller. Et par exemple, je vous montrerai, par exemple, je fais des TP. Enfin, non, je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas le temps. Je fais des cours où je demande aux étudiants plutôt de me faire des mémoires, des trucs que je ne vais pas lire, de me faire des petits films qui m'expliquent des choses. Et je dis, voilà, vous vous débrouillez, je vous pose des questions, c'est scénarisé, et vous me rendez ça sur la plateforme. Vous faites avec une webcam, ça suffit, j'ai pas besoin de faire une super caméra HD avec du montage, je m'en fous. Ce que je veux, c'est quelque chose d'un film. Avec une webcam, ça me suffit. Mais monsieur, j'ai pas de webcam. Je dis, je m'en fous. Tu demandes à ta copine, ça se prête, c'est quelque chose d'accessible, c'est pas quelque chose d'impossible, ça fait partie du truc, ça vous de vous débrouiller. Ça fait partie des compétences que vous devez avoir. Comme ça, j'ai résolu mon problème. Alors, mais j'aurais pas pu faire ça il y a 5 ans d'arrière. D'accord? Maintenant, je peux me permettre. Autre évolution qui est assez importante, depuis 2007, c'est l'utilisation des réseaux sociaux dans notre université. Donc c'est quelque chose aussi qui a pris une place importante. Ça va avec le développement qu'on constate dans le monde entier, sur les différents types de réseaux sociaux qui sont utilisés. Et si ça vous intéresse, vous avez un site qui s'appelle checkfacebook.com. J'ai pas mis l'URL. Ouais, j'ai oublié. Qui vous donne en temps réel les pourcentages d'utilisateurs. Donc là, c'est sur Facebook, dans ce réseau social-là. Malheureusement, c'est celui que vous avez tous en tête parce que c'est le plus important, c'est celui qui est utilisé par le plus de monde. Et c'est celui que vous redoutez le plus. Pour la simple raison, c'est que le lien social se fait par l'intermédiaire d'un mot qui s'appelle ami. Sur Facebook, vous êtes amis avec vos contacts. Alors, nous, adultes, ça nous a beaucoup gênés, parce que moi, je suis prof, je ne veux pas être ami avec mes étudiants. Et donc, beaucoup de profs ont fait amis avec la famille, mais du coup, ils ne veulent pas être amis avec les étudiants. Alors, j'ai pas le temps de débattre pourquoi les étudiants sont mis là-dessus. On a fait une conférence ensemble, c'était quand, début décembre, à Paris, et on a filmé une intervention, c'est Antonio Casilli, sur la sociabilité, la nouvelle sociabilité des étudiants dans ces outils-là. Et il explique que pour les étudiants, amis, ça veut dire friendling. C'est un niveau d'engagement qui est beaucoup plus faible que nous, quand on est ami avec quelqu'un. C'est quand j'ai un problème, il va venir, alors que les amis sur Facebook, ils ne viendront jamais. Que je connais, avec qui je partage beaucoup de choses. C'est pas du tout ça. On est sur une autre notion d'engagement, une autre notion de sociabilité, qui est le friendly, quelque chose de beaucoup plus léger. Ça veut dire, quand on discute avec les étudiants, être ami, c'est que je m'abonne à un flux d'informations. C'est ça leur niveau d'interprétation. Et donc ça, c'est expliqué pendant 1h10 par Antonio Casilli, je vais vous faire... donc c'est accessible, on vous donnera les liens. Et donc ça change beaucoup de choses. Attendez, je crois que je me trompe de... Voilà. Mais il n'y a pas que Facebook sur les réseaux sociaux. Il y a tout un ensemble de choses qui se passent sur Internet. Donc, il y a déjà qui vous êtes. Donc, on a des outils pour savoir qui vous êtes. Le premier outil, c'est chez vous, c'est la classification. Si vous êtes à l'université, vous êtes classifié, vous avez une identification, on sait que vous êtes, avec le mail Univ, UAG, Univ, choses comme ça, que vous êtes identifié comme enseignant ou appartenant à l'université. C'est le premier signe d'identification de vous visible sur Internet. Donc, vous n'êtes pas sur un réseau social, Facebook, TikTok, vous êtes dans un réseau, une université, sur Internet, quand vous balancez un mail, vous avez votre adresse. C'est le premier signe d'appartenance. On certifie, l'institution certifie que vous appartenez à l'institution. Mais il y a tout un tas de services qui sont développés autour de ça. Dans les mondes 3D, on a des avatars. Les connaissances que je sais, vous pourrez trouver des services autour de la connaissance, des passions, des avis, d'expression, des publications, des professions, de la réputation, de la consommation et de l'audience. Donc il y a tout un tas de services qui sont développés autour de vous, qui gèrent votre identité numérique, qui gèrent vos actions que vous avez sur... on détaillera ça dans les ateliers, peut-être pas autant, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Et c'est compliqué de définir une stratégie. Pourquoi gérer sur les réseaux sociaux? Comment je vais y aller? À qui je vais parler? Pourquoi je vais parler à ces gens-là? Donc ça peut être des étudiants, ça peut être des collègues, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je vais entendre? Je peux faire de la veille. Et de qui je vais écouter? Je vais sélectionner mes flux d'informations. Donc on peut avoir des canaux officiels sur les journaux et des trucs comme ça.
mais ça peut être des collègues, ça peut être des gens que vous avez rencontrés dans une conférence qui vous a intéressé, vous suivez son flux Twitter, ça peut être quelqu'un qui vous avez participé une fois dans un programme de recherche, vous continuez à suivre ce qu'il fait par Facebook. Et il n'y a que vous qui pouvez répondre à ces questions-là. Mais si la réponse est bah, « j'y vais pour voir », bah, n'y allez pas, vous ne verrez rien. Ça ne sert à rien. Ça sera vite, ça ne sera pas intéressant. Il faut avoir une stratégie d'utilisation de ces outils-là. Il faut répondre à ces questions, et ensuite derrière, il y a plein de choses qui vont en découler. Alors déjà, vous me dire, oui, mais je m'en fous, je ne me pose pas ces questions-là. Ben, maintenant, c'est quand même assez intéressant d'aller écouter ce qui se passe sur ces zones-là. Je vais vous montrer pourquoi. C'est assez intéressant de donner de l'information. Déjà, parce que si j'en donne pas, c'est comme si j'y existais pas. Je vais un peu marteler ça, mais c'est malheureusement de plus en plus vrai. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui existent et qu'il va falloir gamberger, utiliser. On parlait tout à l'heure de Personal Learning Environment, PLE, quoi c'est PLE ? Personal Learning Environment. Les étudiants, EPA en français. Enfin bref. Les étudiants, eux, ont déjà toute leur stratégie, leur machin, leur truc. Vous, déjà, vous l'avez. Mais elle est plutôt axée sur l'ENT de l'établissement, elle est plutôt axée sur votre messagerie, elle est plutôt axée sur je sais pas quoi. Mais vous-même, vous avez déjà une stratégie. Vous-même, vous avez un fond documentaire qui peut être sur une clé USB, qui peut être sur un Google Doc, qui peut être sur la Dropbox, c'est quoi sur votre Moodle. Donc déjà, vous avez une stratégie à vous. Et là, ce que je vais vous expliquer, c'est d'utiliser, de passer cette dimension noyau à une dimension un peu plus grande, qui est la dimension réseau. Et pourquoi quels sont les avantages et les intérêts qu'on peut avoir à utiliser ces dimensions-là? Bon, il y a tout un tas d'outils qu'on verra tout à l'heure. Ah oui, mais si, j'avais quand même une démo à faire, mais bon, je ne pourrais pas vous la faire. C'est pour vous donner, ici, il y a une URL. Donc, j'ai mis cette présentation en ligne. Et tous les liens, vous cliquez sur les liens, ça vous donnera les liens sont actifs. Ça, c'est une URL qui vous montre, c'est un gars qui a fait un blog, qui vous montre tout ce qui se passe en 1 minute par seconde sur Internet. Est-ce que vous savez combien d'heures de vidéos actuellement se déposent sur YouTube? Il se dépose 60 heures de vidéos par minute. C'est-à-dire qu'on a atteint le seuil, chaque seconde qui passe, il y a 1 heure de vidéo qui se dépose sur YouTube. Donc, on est en train de créer des puits de savoir qui n'ont jamais existé dans l'humanité. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est 1/4 de seconde de YouTube. On a créé des choses aussi. Ici, par exemple, ça, c'est François Guittet qui s'est amusé à quantifier le volume de savoir qu'il y a dans les encyclopédies. Alors, je ne sais pas comment il a fait, hein, il y a un article, vous irez voir. Et là, alors, je ne sais plus si c'est Universalis, Encyclopédie, ça, c'est ces encyclopédies classiques. Ça, c'est la taille des savoirs qu'il y a dans les encyclopédies papier qu'on a mis à notre disposition avant. Ça, c'est Wikipédia. D'accord? Et l'épaisseur, c'est les discussions qui sont liées à cette connaissance. Donc, on a créé, par exemple, juste sur Wikipédia, un phare de savoir, un peu comme celui d'Alexandrie, qui diffuse énormément d'informations. Les gamins qu'on a dans les universités, ils ont accès à une information que nous, on n'a jamais eue. On n'a jamais eu, quand on a été formé, accès à tout ça. Moi, quand j'ai fait mes études, on avait 2-3 bouquins, 2-3 références, mais j'avais pas accès à tout ce bazar-là, à toute cette connaissance-là. Eux, ils ont accès à tout ça. Et ils peuvent en discuter, eux, ils peuvent en parler, et ils peuvent interagir avec ça. Autre chose qui est compliquée à faire comprendre tant qu'on n'est pas rentré dedans, c'est la différence entre un travail de groupe et un travail de réseau. On peut utiliser des outils de réseau, comme Facebook, comme Twitter, les réseaux sociaux, pour travailler en groupe. Et c'est pas du travail, c'est pas du réseautage, c'est pas du travail en réseau. Le travail en réseau, c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai pris un schéma simple qui résume ça, je sais pas si vous voyez bien. À gauche, c'est le groupe, à droite, c'est le réseau. Vous avez un lien sur c'est mon gourou en main, on a tous un gourou. C'est Andy Warhol qui disait que avec la télévision, on aurait tous 5 minutes de célébrité à la télévision. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, on a tous 5 gourous. On est tous le gourou pour 5 personnes en quelque part. Donc moi, j'ai mon gourou, c'est comment il s'appelle, Stephen Downes. Stephen Downes, c'est un gars qui travaille à l'université en sciences de l'éduc au Québec. Donc on pourrait voir la vidéo, voilà. Donc il explique ça dans le lien qui est là. L'idée, c'est quoi?
Un groupe, c'est quelque chose qui est une unité. Par exemple, quand vous faites le travail de groupe avec vos étudiants, ce sont vos étudiants, ils ont à peu près la même catégorie d'âge, à peu près, hein, 2-3 ans près. Ils ont les mêmes objectifs, devenir médecin, devenir prof de sport, devenir chimiste, hein. Donc ils ont une unité. Ils sont coordonnés, qu'on le veuille ou pas, il y a plus ou moins un chef. Bon, bah, toi tu fais ça, toi arrête de dormir, maintenant il faut y aller, puis les gars ils y vont. Il y a un chef, c'est ordonné, c'est travaillé. Il y a des dates. Bon, il faut qu'on finisse avant 14h, il y a des heures, il y a tout à respecter, on se corde. Donc c'est quelque chose qui est fermé. On fait notre popote tous les trois, et vous verrez la production qu'à la fin. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a quand on veut faire des évaluations du travail de groupe, on ne sait pas ce qui se passe dans le groupe. En tant que prof, c'est pas facile, parce que nous on fait notre truc ensemble, on est connivence. Même Bernadette qui est à côté, elle ne comprend pas ce qu'on fait, parce que c'est... Bon, bref. Qu'est-ce que tu racontes? Donc il y a tout un tas de choses, et les outils qu'on utilise aussi sont spécifiques au groupe. Par contre, dans un réseau, on est dans une autre dimension. On est sur l'ouverture, c'est-à-dire que j'expose ce que je fais avec des outils qui sont spécifiques, qui sont dédiés à ça. C'est l'autonomie, chacun se débrouille, fait un petit bout, apporte un peu d'informations, des choses comme ça. C'est la diversité. Dans mon réseau, je peux avoir des Guyanais, je peux avoir des profs, je peux avoir des étudiants, je peux avoir des gens à la retraite, je peux avoir des Français, je peux avoir des Anglais. C'est complètement c'est ouvert, il n'y a pas de tranche d'âge. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent. Les processus qui sont là-dedans de diffusion des savoirs, d'interaction, d'engagement, sont pas les mêmes ici et là. Donc on a essayé de faire une petite vidéo, allez, après là, avec Marcel Lebrun. J'aime bien causer, je suis un peu bavard. Et donc on se met tous les deux au bord d'une table et des fois on dit des choses intéressantes, donc on pose une caméra, on se filme et puis on vous en fait profiter, on met ça à disposition. Donc si vous allez gratter parce que là j'ai un peu vite, mais approfondir ça, il y a une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure, on explique, on va un peu plus loin et des articles de recherche qui sont associés à ça pour montrer ça. Et dans les réseaux sociaux, il y a 4 grands pôles d'utilisation qu'on peut... on appelle ça des composantes qu'on peut interagir. Quand on est enseignant-chercheur, tout à l'heure je parlais de curiosité. On peut utiliser ces outils-là pour faire de la veille. Alors pour de la veille pour sa recherche, ou de la veille pour sa pédago, ou de la veille par ses étudiants. On peut créer de l'information, on peut créer des choses. On travaille sur l'engagement. Alors je suis engagé dans ma recherche, je suis engagé dans mon action sociale dans l'université. Je suis engagé pour motiver mes étudiants sont même engagés parce qu'ils sont motivés. Et j'ai des outils aussi pour mesurer. Et l'un va avec l'autre. Des fois, et tout ceci joue en interaction avec les uns avec les autres. Donc il y a plein de dimensions qui restent derrière, sur les trucs de l'affinité, sur la géolocalisation, les systèmes de management. Enfin, il y a tout un tas de notions qui ne sont pas faciles à appréhender tout de suite, qu'on met du temps, comme on a mis du temps pour construire notre réseau. On met du temps à comprendre toutes ces notions-là. Mais toutes ces notions-là sont importantes, toutes ces dimensions-là sont importantes dans l'enseignement et dans une stratégie toujours d'interaction avec les étudiants ou dans sa construction d'interaction de son réseau social pour son enseignement et pour sa recherche. Donc là, j'ai trouvé des choses aussi intéressantes à vous montrer sur des conseils pour utiliser les réseaux sociaux avec des étudiants. Alors ça s'adressait plutôt à des élèves. Il y a des vidéos, vous trouverez, c'est Laurence Juin. Elle fait ça avec des secondes, dès la seconde. Comment j'utilise Twitter pour faire comprendre la géographie, par exemple, à mes élèves. Il y a des vidéos qui expliquent ça. Et, par exemple, pour le comportement exemplaire, c'est comment aussi on éduque les étudiants à avoir un comportement dans l'utilisation de ces outils-là. Parce que même si c'est la fameuse génération Y, ils sont connectés là, et bien ils restent un peu naïfs encore par rapport à ça. Ils n'ont pas le recul qu'un adulte peut avoir, ils n'ont pas le feedback qu'on peut avoir dans un groupe de comportement. Et donc ils ont encore des erreurs. On a un rôle, on peut avoir un rôle, même si on ne connaît pas les réseaux sociaux, on connaît plein de choses, on peut leur apporter ça. Et par rapport au comportement exemplaire, elle a fait ce qu'on appelle une charte d'utilisation de Twitter, par exemple, qu'elle fait signer à ses élèves, donc qui sont mineurs, et aux parents des élèves. On leur explique comment ça va fonctionner, comment ça va les impliquer, quelles règles ils doivent respecter. Et ça, elle met à disposition, vous pouvez la reprendre, la faire signer à vos étudiants. Parce que pas leurs parents, hein, mais pour les impliquer déjà, on va utiliser cet outil-là, c'est un outil, je rentre dans une logique, j'ai une stratégie, et déjà c'est un premier élément qui est assez intéressant à voir. Donc il y a plein de choses aussi, de notions qu'on peut prendre en compte, qu'il faut considérer. Alors, on m'a dit de faire court, donc j'ai fini ma petite introduction un peu
C'était une petite introduction. J'expliquais un peu comment marchaient les réseaux sociaux. Maintenant, on va rentrer dans des cas concrets. On va demander, montre des cas concrets. Alors, je vais vous montrer 5 cas avec des dimensions complètement différentes. Premier cas, puis alors c'est un cas, c'est une relation que j'ai eue sur un réseau social entre un étudiant qui fait une thèse. Un autre deuxième cas, c'est un scénario, comment utiliser les réseaux sociaux dans une classe de physique première année. Comment un étudiant, lui, interagit avec une communauté scientifique. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour diffuser les savoirs, parce que on a plein de missions à l'université, on doit faire de la recherche, on doit faire de l'enseignement, on doit faire de l'insertion, mais on est aussi, c'est une des missions, c'est diffuser des savoirs dans la société. Comment on peut utiliser ça pour diffuser des savoirs, et comment une institution, j'ai détaillé un peu comment mon institution Lyon 1 s'est mis un peu là-dedans, et comment on a pu des fois la filouter, la forcer à aller là-dedans. C'est marrant ça. Donc le premier cas, alors c'est une histoire, ça c'est en 2008. Un matin, le doyen de pharmacie m'appelle, il fait Christophe, j'ai un problème, j'ai un étudiant, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est en photo là. J'ai un étudiant, il doit faire sa thèse pour être pharmacien. Je ne sais pas si vous faites des études de pharmacie. La thèse de pharmacie, c'est une thèse d'exercice, c'est une thèse d'1 an. Et en 1 an, il doit faire un truc en pharmacie pour avoir son diplôme de pharmacien, pour pouvoir vendre des pilules dans les... Enfin bref, valider sa formation. Et j'ai un problème, j'ai un étudiant, c'est le comment ça s'appelle, le joyeux luron de l'amphi, ça n'intéresse pas ce qu'on lui propose, travailler sur l'aspirine, ça n'inspire pas, je ne sais pas comment faire, il faut absolument qu'il fasse ça, sinon il n'aura pas son diplôme. Puis c'est pas un gars facile, donc le doyen, il me fait un discours, écoute, t'as l'air désespéré, envoie-le-moi, à cause des désespérés de l'université. Et il s'intéresse quand même à l'informatique. Ah bah vas-y. Donc le jeune débarque dans mon bureau, et donc je commence à discuter avec lui, effectivement il fait de l'infographie, patati patata, il veut travailler en pharmacie industrielle et pas rien. Bon d'accord, on discute. Et puis je lui dis, écoute, ce qui serait pas mal, c'est d'étudier le taux d'utilisation et comment tes profs dans ta faculté utilisent Spiral, la plateforme qu'on diffuse. C'est quoi du learning et des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a un sujet à faire. Ah ouais, c'est génial et tout, ça m'intéresse. On prend le sujet, on l'envoie au doyen dit ouais, ok, ouf, débarrassé. J'abuse, mais bon. Et donc on parle là-dessus, et l'entretien, comme j'avais le doyen qui m'avait chauffé les oreilles, j'ai dit à l'étudiant, par contre, avec moi on rigole pas. Enfin, pas toujours. Et j'exige que tu m'envoies un rapport d'activité toutes les semaines. Toutes les semaines, je veux savoir ce que tu as fait dans la semaine, j'ai un suivi comme ça. On fait comme ça. Oui, monsieur, c'est génial, c'est génial. Première semaine, j'ai mon mail, donc je commence à voir, je fais un contrat, deuxième semaine, j'ai un mail. Troisième semaine, monsieur, j'ai un problème, comme je travaille la nuit, je suis en pharmacie, je peux pas vous envoyer une mail. Ah bon? Bon, on peut pas envoyer une mail, et ça vous dérange pas si je passe par Facebook? Bah écoute, passe-moi tes mails par Facebook. C'est plus simple que la messagerie de l'université qui marche pas tout le temps, enfin bref. Ok, bah, moi ça me dérange pas, c'est sur Facebook, on se met un ami sur Facebook, et vas-y Simone. Il envoie son mail, il fait, ah bah écoute, je peux pas, parce que, je sais pas si vous connaissez la messagerie sur Facebook, je crois que c'est limité à 500 caractères, ou un truc comme ça. Donc il était dans la phase, je fais mon plan, je fais mon machin. Ça marche pas, je peux pas l'envoyer, le message par Facebook, je vous le mets en note. Ouais, vas-y, mets dans note. Et là, j'ai pas réfléchi. J'aurais dû, mais bon, j'ai pas réfléchi. Donc, il m'a posé des notes. Donc, la note, c'est une page web qui apparaît, c'est un outil. Je sais pas si ça y est encore dans la version actuelle. Ça, c'était en 2007. Donc, il pose sa note. Et il a commencé à illustrer ses notes. Oui, sympa. Vous voyez, c'était quand même pas un garçon classique. Là, il faisait le ménage dans ses notes. Donc, il se mettait en scène pour me montrer qu'il travaillait. Non mais c'est quand même sympa d'avoir des étudiants comme ça, finalement. Et ce qui a commencé à se passer, très très rapidement, dès la deuxième note, c'est que ses copains ont commencé à interagir. C'est que ses copains ont commencé à mettre la pression. Dès qu'il a commencé à faire la première note, c'était « Oh putain, Binouze !» Enfin, c'était le niveau, je vous fais de l'étudiant dans le texte. « Oh putain, Binouze, tu travailles !» Ça a été une découverte pour ses collègues. Oh putain, il est sérieux! Enfin, tu vois, c'était le niveau de commentaire. Alors moi, bon, normalement, ça m'a fait marrer.
Et ce qui est intéressant, c'était aussi ces commentaires-là. Donc vous avez pris l'habitude de poster ces notes, je crois que c'était tous les vendredis, des choses comme ça, en fin d'après-midi. Et si t'es en retard, c'est pas moi qui l'engueulais, c'est merde, Binous, à quand la suite, je m'impatiente moi. Donc j'ai plus besoin d'être derrière, de le triquer, c'est ses copains qui étaient derrière lui. D'accord? Ça c'était la... Alors, quand je dis les copains, il y avait la grand-mère, la grand-tante, il y avait l'oncle, le papa, la maman, enfin j'ai eu la totale. Et autre chose qui était intéressante, c'est que dans ses notes, il expliquait comment il travaillait. Aujourd'hui, je vais à la bibliothèque faire une recherche de gna sur la documentation. Il va à la bibliothèque, tout le monde sur Facebook, enfin les gens de la faculté savaient qu'il était à la bibliothèque, et bien ils sont venus faire prendre en photo avec lui, pour être dans la note et la publier à la fin de la semaine. Je supporte Binous dans sa thèse. C'est vrai, hein? Et donc, énorme la photo, enfin bon, voilà. Donc on a commencé, on a eu une interaction qui était comme ça, et ça c'est le discours qu'il a fait à sa soutenance de thèse. Et il explique, donc là c'est en ligne, hein, c'est sur mon profil Facebook, enfin sur son profil Facebook, il cite les 100 personnes qui l'ont aidé, qui l'ont motivé dans sa thèse. Et il y a une ligne pour tout le monde. Un monsieur Christophe Battier, que je remercie chaleureusement, patati patata, Nadia, ses approches, patati patata, chacun a eu son mot, et en gros, si on lit tout ça, si vous n'avez pas été là, j'aurais pas fait ce travail parce que ça me faisait chier de faire une thèse. Mais là, je me suis amusé, je me suis passionné. Et c'est tellement passionné qu'à la soutenance, enfin, je sais pas si vous avez fait des soutenances en jury de pharmacie, on vous met la toge, le machin. Vous avez le petit jeune qui vient faire sa présentation, j'en ai fait 4 ou 5. Il y a la grand-mère derrière, le grand-oncle qui pleure parce qu'ils sont contents d'avoir un pharmacien à l'infirmier. C'est un peu triste, hein, les soutenances de... Enfin, je sais pas. Là, on est obligé de prendre le grand amphi, il y a eu 200 personnes qui sont venues. Parce que tous ceux qui ont soutenu sont venus voir quand même leur travail. Non, mais c'est vrai. Et donc ça a été filmé, on a mis la conférence, la soutenance, on l'a filmé, on l'a mis sur le serveur de l'université quand même. Il nous a pondu un pavé de 370 pages. Il a eu le prix de la meilleure thèse cette année-là. Ouais. Donc, bon, j'avais pas eu d'autres comme ça. Autre truc qui était sympa, c'est que moi, j'étais avec ma toge dans mon truc jury, tout le monde est venu me voir, monsieur Battier, c'est vous. Parce que, bonjour madame, bonjour la grand-mère, bonjour le tonton, les vacances, comment ça s'est passé, parce que je savais tout du coup. Donc des gens que j'avais jamais vus, ça a été, enfin, bon bref, c'était un grand moment, c'était vraiment sympa. C'est un peu caricatural comme exemple, parce que ça doit arriver qu'une fois dans une vie de prof, de vivre des moments comme ça. Mais ça vous montre, en caricaturant un peu, les processus qui sont mis en place derrière ça. Je ne vais pas suivre tous les grands-parents de tous mes étudiants, mais là c'était quelque chose d'assez sympa qui s'est passé avec une pression des copains. Il y a celles qui corrigeaient l'orthographe dans les notes, il y a celles enfin, il y a eu plein de choses qui sont faites, et là on est vraiment dans le réseau. C'était ses copains de ses copains, les copains des copains des copains, des étudiants qui étaient en première année qui voulaient voir ce que c'était que de faire une thèse, qui allaient voir la bibliothèque. Et donc là on n'est plus du tout dans le groupe. C'était pas le groupe de son amphi, c'était pas ses copains d'amphi. On était vraiment au-delà. Et donc ça a eu un impact sur l'engagement, ça a eu un impact sur la motivation, sur le travail qui a été réalisé. Autre exemple, c'est celui dont on parlait à la piscine l'autre jour. Un jour, j'ai un prof qui rentre dans mon... Alors, il y a un truc qui est sympa à faire aussi, c'est dans le ACLT, c'est d'avoir toujours la porte ouverte. Ça, les profs, ils viennent quand ils veulent. Ça, c'est un conseil que je donne. Donc un jour, j'ai un prof qui rentre dans mon bureau et fait « Ouais, j'ai une idée, je vais faire mesurer la Terre sur Facebook à mes étudiants. » Ah oui, d'accord. Bien, ah, ils ont des idées quand même, les enseignants, si on les laisse faire. Wow. Et donc c'est un prof de physique première année, et il s'est dit voilà, attendez, je vais expliquer parce que j'ai préparé le truc. Voilà, comment on va faire? On va reprendre la méthode d'Ératosthène pour mesurer le rayon de la Terre à partir de sinus cosinus, à partir de l'ombre d'un bâton. Vous connaissez Ératosthène, 300 ans avant Jésus-Christ, qui avait mesuré le rayon de la Terre. Donc là, il donne des consignes à ses étudiants. C'est un TP que je veux faire, mais je ne peux pas le faire en vrai. On va pas prendre un bus, mesurer un bâton de 1 mètre de haut à Lyon, faire 500 km, mesurer mon bâton à 1, reprendre 500 km, ça ne va pas le faire, c'est pas possible. Logistiquement, c'est pas possible. Donc pratiquement, je t'explique comment marche la manip, le principe physique. On a ouvert un blog, je vais vous montrer.
On monte les vidéos d'Eratosthène, comment ça marche, et toi tu vas chercher des copains dans ton réseau à toi sur Facebook, et on va faire la manip. Et on peut faire la manip parce que maintenant, le principe de la manip, c'est que les étudiants, j'ai des provocateurs, j'ai des messages. Les étudiants, ils ont tous un truc comme ça, ou dans les groupes d'étudiants, il y a toujours un qui a un truc comme ça, qui permet de filmer, qui a une position GPS, qui permet de faire plein de choses qu'on n'avait pas avant. D'accord? Donc là, je peux me géolocaliser, à la minute près ou au machin près, je peux me positionner, je peux filmer la manip que je suis en train de faire. Donc cet outil-là permet de faire ce TP-là. Donc le TP, tu trouves des copains, donc nous on est à Lyon, Méridien, c'est Louvain-la-Neuve, ça tombe bien, Marcel est encore dans le coup, zut, tu montes en Hollande, c'est Bergen, non, je sais plus quoi en Hollande, et Bergen en Norvège, Sétif en Algérie, vous trouvez des gens là-dessus. Ouais, super génial, on y va, hop là. Et ils vont chercher des copains à droite à gauche, et ils leur expliquent qu'il faut mesurer l'ombre d'un bâton, que c'est fait poser d'un projet pédagogique. Et là, on n'est pas dans le cours en lui-même, on est dans une activité qu'on lance à un moment donné à partir de l'amphi. On dit, les gars, on va faire ça, vous lancez ça en amphi pendant 5 minutes, vous expliquez, j'ouvre un blog, je vous mets des vidéos, vous allez voir les vidéos et vous débrouillez. Alors, c'est ouf. Donc là, il explique. J'ai pas le blog. Enfin bref. Et donc les étudiants se sont filmés, on met les vidéos sur YouTube. De YouTube, on remet les vidéos dans le groupe. On peut ouvrir un groupe public cette fois-ci. Et ils doivent chercher leurs amis. Le prof est administrateur du groupe. Je sais pas si vous êtes un peu habitué à Facebook. Marcel de Louvain-la-Neuve s'est mis aussi dedans. Et on demande aux étudiants de faire leurs mesures et ils appliquent gentiment, poliment, comme on leur a fait, des consignes scientifiques avec une belle planche pour mesurer la position, géolocalisation, patati, patata, et on balance les points. Et là, ça marche pas. Ah, pourquoi ça marche pas? Et là, c'est intéressant. Faut réanalyser les vidéos, revoir pourquoi ça n'a pas marché. On n'a pas pu voir les gars sur le même méridien, ils étaient décalés, il faut faire un correctif. Pourquoi le correctif n'a pas marché? Pourquoi la mesure n'a pas marché? Pourquoi c'est pas rigoureux? Pourquoi on n'a pas eu de démarche scientifique? Et à partir d'un truc tout con, je mesure l'angle d'un bâton, on a généré tout un tas de discussions, de conversations, aussi bien sur Facebook que sur la plateforme, aussi bien en présentiel qu'à distance, entre le prof, les profs et les étudiants. Donc un simple exercice qui ne demande rien. Maintenant, un bâton, mesurer l'angle d'un bâton, ça demande rien. Mais on est sur la rigueur scientifique, on est sur l'organisation, on est sur la mesure, on est sur le significatif. Et là, on fait rencontre sur des choses toutes simples, qui ne demandent aucune préparation, sinon un peu intellectuelle de la part de l'enseignant de scénarisation, une activité scientifique qui a vraiment engagé les étudiants. Autre exemple, c'est une relation un peu particulière là aussi, entre... J'ai encore 5 heures, c'est bien. C'est cool là, je suis au 4e niveau, après il n'y en a plus qu'un. Putain, tu m'as coupé dans mon air. Ah oui. Un jour, je me promenais sur Facebook par sérendipité. C'est comme les princes de Sérendip dans l'île de Ceylan. Bon, bref. Et je tombe sur une page de microbiologie. Et je vois, alors c'était il y a un an, 9000 fans. Je dis, nom de Dieu. Les gens s'intéressent à la microbiologie. 9000 fans sur une page de microbiologie. Et je gratte un petit peu, et je me rends compte, c'est un étudiant de chez nous qui fait ça. Ah merde, ni une ni deux, je passe un mail, je dis, bon, toi, viens prendre un café avec moi. Et j'ai filmé ça, donc si vous cliquez sur la photo, vous aurez là notre conversation. Je dis, mais comment t'as fait pour avoir rassembler 9000 fans de microbiologie? Il y en a 15 000 aujourd'hui. Autour d'un thème aussi... C'est chiant quand même. Enfin, la microbiologie, c'est les bactéries, c'est les moisissures, enfin, ces trucs, c'est pas grand public. Il dit, oh moi, monsieur Batier, derrière la vidéo. La microbiologie, c'est ma vie, mon œuvre, ma passion. J'ai fait un DU, un IUT de microbiologie. Je vais là-dedans, donc je suis venu à Lyon. Je vais continuer là-dedans, je vais faire une thèse, je vais faire un master. Bon, et quand on regarde les contenus, c'est est-ce que la boîte de pétri ronde c'est mieux que la moyenne? Est-ce que enfin, il y a plein de choses vraiment techniques. Et une des premières questions aussi qui est intéressante pour l'institution, c'est où je dois suivre mes formations en microbiologie. Et il y a tout un tas de débats là-dessus, c'est bien ici, c'est bien en parlant de... Et là, c'est que les étudiants qui débattent. Et quand on regarde d'où viennent ces étudiants, là aussi, on n'est pas dans la notion de groupe, c'est pas ses copains d'amphi, hein, les 9000, enfin les 15 000 maintenant. Majoritairement, c'est des femmes du Maghreb. C'est assez marrant. Non, mais... Bon.
Sur beaucoup de sites scientifiques, quand on utilise Facebook, c'est souvent majoritairement des femmes maghrébines. Tout ce qui est de documentation scientifique en balance, c'est ça aussi. On l'a vu dans d'autres choses. Mais c'est même plus, par exemple, plus de Tunisiens que de Français. C'est Tunisie, Algérie, France qui se sont inscrits. Il y a 4000 Tunisiens, 3000 Algériens et 2500 Français. Et quand on regarde dans le détail en France, c'est même pas des Lyonnais. Donc là, on est vraiment dans le réseau, on n'est pas dans le groupe. Hein. C'est pas des gens qui te connaissent et à qui on en a parlé. Donc comment ça a fait? J'ai dit, mais comment tu as fait pour que ça marche? Et là, on a fait, si vous utilisez Facebook, vous avez des outils statistiques. Là, ce qui a fait démarrer la connaître son site, il y a un pic d'abonnement, 2000 personnes en une journée, c'est le fait qu'il ait publié son mémoire d'IUT sur son page Facebook. Je dis, mais putain, t'aurais donné ça à un prof, il mettait dans un placard, c'était fermé, et 3 ans après, il y en a un autre qui serait venu, il aurait fait un copier-coller, ton mémoire était vu 2-3 fois. Là, le fait de mettre ton mémoire sur Facebook, déjà, il y a plus de 2000 personnes qui sont allées voir. Ouais, c'est ça. Je dis, ben, il y a plein d'institutions, il doit avoir en copie, il change juste le nom. Ils disent, mais c'est pas grave, je me fais connaître, c'est intéressant. Et donc ça a continué. Et là, ensuite, il a fait un dossier, donc ça a un petit pas de diminution. Là, il avait fait un dossier thématique sur Escherichia coli, je sais pas quoi, enfin, dans leur truc à eux. Et à chaque fois qu'il fait des trucs un peu information ou c'est repris dans les grands médias, il travaille dessus, il fait des dossiers, il fait des sujets de synthèse, d'argumentation, des choses comme ça. Il a toujours des petits pics comme ça. Et donc là, ce gamin-là a un vrai rôle, ce qu'on appelle un rôle de curateur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va chercher l'information, qui fait de l'agrégation, qui la qualifie, qui la donne et qui interagit avec une communauté. Et ça, donc là, aujourd'hui, il en a 15 000. Donc c'est quelque chose de super intéressant, vous pourrez voir comment ça fait. Et ça montre la force, c'est que un étudiant dans ce domaine-là de la microbiologie a plus d'impact sur une communauté qu'un prof qui fait un super article qui sera vu par 3 chercheurs. Je dis un impact, pas un impact scientifique, mais en lecture. Donc il y a une visibilité qui est énorme, ce client. Autre exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait de l'anatomie 3D. Donc vous allez sur Anatomie 3D, vous tapez Anatomie 3D sur Google, vous tombez sur nous. Anatomie3D.unif-1.fr, c'est un programme de cours. Vous avez une centaine de vidéos en 3D qui sont faites pour expliquer comment marche le corps humain. Pour trois types de métiers, c'est tout ce qui est métier éducateur sportif, pour comment se passer une entorse du genou quand on joue au foot, pour comment pas se casser les vertèbres quand on fait de l'haltérophilie, pour les médecins, première année en anatomie, pour découvrir l'anatomie, et pour tout ce qui est paramédical, kiné, infirmier, enfin toutes ces professions-là. Donc ça c'est à libre disposition, c'est financé par... Ah oui, j'ai pas parlé. Bah si, on en a parlé au début des UNT ou pas? C'est financé par l'Université virtuelle du sport et des sciences médicales. Donc là aussi, on peut avoir, enfin, si on cumule les financements, ça c'est un programme qu'on a lancé il y a 5 ans, on a dépassé les 400 000 euros, je pense, sur ce programme-là, qui sont financés par ces 2 universités virtuelles. Il faut que je me dépêche, oui chef, alors je me dépêche. Donc on a mis ça en place. Pour compléter le site web qu'on avait mis à disposition, on a ouvert une page Facebook. C'est aussi assez pour l'exemple de l'étudiant en microbiologie m'a assez choqué, interloqué. Donc on avait ouvert ce site web dans l'université, on a communiqué par les UNT de façon classique. Donc la première année, on avait une moyenne, je dirais, de 20 visiteurs par jour. Ensuite, en communiquant à fond, en envoyant des mails, en étant dans les congrès, en cravache, hein. On est passé peut-être à 100 ou 200. Et là, on a ouvert sur Facebook et vous voyez la marche qu'on a atteint. Et aujourd'hui, on a dépassé les 400 visiteurs jour sur ce site-là. C'est-à-dire que, en ouvrant la page Facebook, on a donné une nouvelle visibilité sur un public francophone, sur un public extérieur, sur un public qu'on n'arrivait pas à atteindre par les voies classiques. Et donc notre travail il est fait pour être vu, notre travail il est fait pour être utilisé. Les savoirs qu'on diffuse, on veut qu'ils soient utilisés. Je ne les garde pas pour moi. Je les donne à la communauté pour que les gens les utilisent, pour que les gens s'en servent, que d'autres profs les utilisent, que d'autres étudiants y accèdent. Et donc là on est content, on a atteint cet objectif-là par le fait tout simple d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, je me dépêche, on n'utilise pas que Facebook, on a d'autres réseaux sociaux. Ça a aussi un impact au niveau de l'institution. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, il y a le classement de... On me casse les pieds là.
Shanghai. Ouais, vous n'êtes pas dans Shanghai, gna 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 gna, bon bref. Mais il y a aussi tout un tas de classements sur les universités numériques. Weibo Ranking par exemple, si vous tapez Weibo Ranking University sur Google, ça vous donne le volume d'informations données par les universités dans le monde. La première, c'est Lyon, hein, en France. Bref. C'est pour ça que je sais que les classements. Mais c'est des classements dont on va tenir de plus en plus compte. Le fait d'être sur le numérique, c'est quelque chose d'important. Et il y a d'autres blogs, comme Campus par exemple, s'amusent aussi à faire un classement des comptes Twitter institutionnels, des comptes Facebook, des pages Facebook institutionnelles. Donc là, dans les dossiers ministères, on ne demande pas encore, mais un jour, ça va venir. Vous avez même, ça c'est la responsable com à Lyon 1 qui explique la stratégie com à l'université. Et une des stratégies, un des axes dont on se sert aussi, c'est utiliser les réseaux sociaux pour l'insertion professionnelle des étudiants. Alors si ça vous intéresse, je vais prendre 2 minutes pour faire un peu de pub pour moi. Je vais ouvrir un cours le 20 mars, un cours qui sera ouvert à tout le monde, vous pourrez le suivre en direct, vous pourrez vous inscrire. Pour les masters 2 chez nous, c'est comment utiliser son identité numérique pour trouver du boulot. Voilà. Et donc, toute une stratégie à construire, c'est un cours de 8 heures. C'est gratuit, hein, voilà. C'est un cours sur les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux, on a ouvert différentes communautés. Et celle qu'on utilise actuellement, c'est Viadeo. On a passé un accord. Je pense que vous pouvez aussi passer un accord. Enfin, je ne sais pas si Viadeo est beaucoup utilisé en Martinique ou pas. Mais si les étudiants veulent chercher du boulot ailleurs, c'est une société commerciale qui gère ça. Normalement, c'est payant. Et là, ils offrent des comptes gratuits aux étudiants. On en a 5000 comptes gratuits par an pour nos étudiants. Et donc, on forme nos étudiants à utiliser Viadeo pour trouver du boulot. En sachant qu'on a des communautés très très actives au niveau des IUT. Et la deuxième communauté, c'est la pharmacie, l'ingénierie pharmacie, enfin les ingénieurs en pharmacie, ils passent que par ça. Après. Voilà, donc on peut passer un accord avec Viadeo et les étudiants ont un accès gratuit à Viadeo, un compte premium ou enfin un truc comme ça. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire. Leur idée après, c'est gratuit pendant 1 an, et si ça les intéresse les étudiants après, soit ils resteront sur le mode freemium, hein, avec moins de services, soit ils paieront 5 € par an. Mais on utilise ces outils-là. Pareil, on regarde ce qui se passe, les statistiques. On a les statistiques sur l'ensemble des réseaux. Sur les serveurs de l'université, on a un Google Analytics. Et quand on regarde d'où viennent les étudiants, donc généralement ils viennent en direct, ils viennent par l'ENT. Mais très rapidement, on voit que les réseaux sociaux ont un rôle. Ils viennent souvent aussi par les réseaux sociaux. Ah ben j'ai fini. Alors, vous pouvez trouver cette présentation sur SlideShare. Qui ne connaît pas SlideShare? À l'atelier cet après-midi. Je ferai un atelier là-dessus. C'est YouTube. Vous connaissez YouTube? Et ben, SlideShare, c'est comme YouTube, mais pour les PowerPoint. Vous avez tous les cours que les profs font, qui mettent sur un SlideShare et qu'on peut partager comme des vidéos YouTube. Vous avez des millions de cours là-dedans. Bon, c'est pas que du francophone, hein. Majoritairement c'est l'anglophone. Hein. Donc, mon cours est accessible sur SlideShare. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Si vous voulez des informations complémentaires, vous avez plein de choses sur mon blog. Et sinon, j'ai un mail aussi, je crois qu'il est. Voilà. Mais je réponds pas à mes mails. J'en ai trop. Des fois, j'ai 4000 mails jour, je ne vais pas les lire. Ça sert à rien, quoi. Les mails, c'est fini. C'était avant, on avait des mails. Au siècle dernier, j'avais un mail, mais maintenant, ça sert à rien. Je provoque. Voilà, donc on peut y aller, chef.